Pendant 5 ans, j'ai conduit mon père à chacun de ses rendez-vous médicaux. Pendant 5 ans, j'ai géré ses traitements. Pendant 5 ans, j'ai annulé mes vacances, décliné des promotions et réorganisé ma vie entière pour m'occuper de lui. Ma sœur n'est venue lui rendre visite que 2, peut-être 3 fois. Pourtant, quand le notaire a ouvert le testament de mon père, chaque centime, chaque propriété et chaque investissement lui revenait à elle. Le silence s'est installé dans la pièce. Tout le monde me regardait, attendant des larmes, de la colère ou un éclat de voix. Au lieu de ça, j'ai souri. Puis, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai tendu une enveloppe scellée au notaire. C'est à ce moment-là que le sourire de ma sœur s'est effacé. Je m'appelle Émilie et j'avais 36 ans quand j'ai compris que le sacrifice n'apporte pas toujours la récompense à laquelle les gens s'attendent. Pendant 5 ans, ma vie a tourné autour de mon père. Tout le reste passait au second plan. Sa santé a commencé à décliner peu après son 70e anniversaire. Au début, c'était des petites choses. Des oublis de médicaments, des rendez-vous manqués, des difficultés à conduire. Puis sont venues les hospitalisations, les consultations chez des spécialistes, les séances de rééducation. Rapidement, s'occuper de lui est devenu une responsabilité à plein temps. Et d'une manière ou d'une autre, cette responsabilité m'est tombée dessus. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que quelqu'un devait le faire. Chaque mardi et chaque jeudi, je conduisais papa à ses rendez-vous. Chaque week-end, je rangeais sa maison, j'organisais ses ordonnances et je préparais ses repas pour la semaine suivante. Quand il y avait une urgence, c'est mon téléphone qui sonnait en premier, pas celui de ma sœur. Moi. Il y avait des jours où je quittais le travail plus tôt parce que papa avait besoin d'aide. Il y avait des vacances que j'annulais, des promotions que je laissais passer, des relations qui s'étiolaient doucement parce que je n'avais jamais de temps. Je ne regrette rien. C'était mon père. Je l'aimais. Mais je mentirais si je disais que ce n'était pas épuisant. Le plus dur n'était pas le travail. C'était de voir quelqu'un qu'on aime devenir lentement dépendant des autres. Pendant ce temps, ma petite sœur, Sophie, vivait à plus de 1000 kilomètres de là. À en croire les réseaux sociaux, sa vie était merveilleuse. Week-end en voyage, vacances à la plage, dîner mondain, nouveaux loisirs. Chaque fois que mon père demandait si elle allait venir lui rendre visite, elle avait toujours une excuse. Trop occupée, trop cher, mauvais moment, le mois prochain, la saison prochaine, l'année prochaine. Les promesses s'enchaînaient, mais les visites étaient rares. En 5 ans, je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Chaque séjour ne durait qu'1 jour ou 2, puis elle repartait. Papa ne se plaignait jamais, du moins pas ouvertement. Il prenait toujours sa défense. Sophie a sa propre vie, ne sois pas trop dur avec elle, elle fait de son mieux. Peut-être qu'il y croyait. Ou peut-être qu'il voulait simplement la paix. Au fil des années, la famille a commencé à remarquer qui était toujours là. Il me voyait conduire papa à ses rendez-vous. Il me voyait gérer la paperasse. Il me voyait assise au chevet de son lit d'hôpital. Plus d'une fois, quelqu'un m'a glissé à voix basse. « Ton père a de la chance de t'avoir. » J'appréciais ces mots, mais je ne cherchais pas de reconnaissance. Je n'attendais certainement pas de paiement. Pourtant, si je suis honnête, je supposais que le testament de mon père reflèterait la réalité. Non pas parce que je me sentais privilégiée, mais parce que cela semblait logique. 5 ans de soins, 5 ans de sacrifice, 5 ans de présence. Puis papa s'est éteint paisiblement, un matin d'automne. Je lui tenais la main quand c'est arrivé. Les funérailles ont été difficiles mais belles. Des amis ont partagé des anecdotes. Des voisins sont venus lui rendre hommage. Tous ceux dont papa avait touché la vie étaient là pour lui dire adieu. Une semaine plus tard, notre famille s'est réunie dans une étude notariale pour la succession. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait que le testament allait enfin être lu. Sophie est arrivée vêtue d'une tenue de créateur hors de prix, affichant une assurance inhabituelle. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Le notaire a ouvert le dossier, a ajusté ses lunettes et a commencé la lecture. Au début, tout semblait routinier. Puis est venue la répartition des biens. La maison, pour Sophie. Les comptes d'investissement, pour Sophie. Les économies, pour Sophie. Chaque actif majeur revenait à Sophie. La pièce a sombré dans un silence absolu. J'ai senti des dizaines de regards se tourner vers moi, attendant une réaction, un signe d'indignation. En face de moi, Sophie ne parvenait pas tout à fait à cacher son sourire. Le notaire a terminé sa lecture et a refermé le dossier. Personne n'a parlé.
C'est alors que j'ai sorti une enveloppe scellée de mon sac et que je l'ai calmement posée sur la table. Avant que tout le monde ne parte, ai-je dit doucement, « Papa m'a demandé de partager ceci. » Le silence s'est fait encore plus pesant, alors que tout le monde fixait l'enveloppe. Même le notaire semblait surpris. Le sourire de Sophie s'est légèrement figé. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé l'homme de loi. « Papa m'a demandé de vous remettre ceci après la lecture du testament. » Le notaire a pris l'enveloppe avec précaution. Sur le devant, écrit de l'écriture reconnaissable de mon père, figuraient ces mots. « À n'ouvrir qu'après la lecture de mon testament. » L'officier a brisé le sceau, a déplié la lettre, puis a commencé à lire. Si cette lettre est lue, c'est que mes filles sont réunies et qu'Émilie se demande probablement pourquoi j'ai tout laissé à Sophie. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Le notaire a poursuivi. « Tout d'abord, Émilie, je veux que tu saches une chose. Cette décision n'a jamais été le reflet de qui m'aimait le plus. » Ma gorge s'est serrée. Pendant 5 ans, tu as sacrifié ton temps, ton énergie et tes opportunités pour m'aider. Tu n'as jamais demandé de reconnaissance, tu n'as jamais exigé de récompense. Tu étais simplement là. De l'autre côté de la table, Sophie s'est agitée, mal à l'aise. Le notaire a continué sa lecture. « Sophie, je t'aime aussi, mais il y a des vérités qui doivent être reconnues. » La pièce est devenue encore plus silencieuse. On peut aimer sa famille et pourtant échouer à être présent quand cela compte le plus. Sophie a baissé les yeux. Le notaire a tourné la page, puis son expression a changé. Cette fois, même lui semblait stupéfait. Le patrimoine énuméré dans mon testament ne constitue pas l'intégralité de mes actifs. Un murmure de confusion a parcouru la salle. Le notaire a ajusté ses lunettes, puis a repris. « Il y a 7 ans, j'ai établi un trust privé. » Mon cœur a manqué un bond. Un trust? Personne n'avait jamais mentionné de trust. Pas une seule fois. Ce trust contient des actifs distincts de ma succession. Il comprend des portefeuilles d'investissement, des intérêts commerciaux et des propriétés qui ont été intentionnellement exclues de la procédure de succession habituelle. Sophie a relevé brusquement la tête. Le notaire a continué. La fiduciaire et unique bénéficiaire est Émilie Parker. La pièce a explosé de chuchotements. Sophie semblait pétrifiée. Ma tante a poussé un cri de surprise. Même moi, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le notaire a ouvert un autre dossier qui avait apparemment été joint à la lettre. Plusieurs documents officiels s'y trouvaient, signés, notariés, juridiquement contraignants. Tout était réel. J'ai choisi cette structure avec soin. Continuait la lettre. L'héritage mentionné dans le testament fournit des ressources financières. Le trust, lui, requiert du jugement, de la responsabilité et une gestion à long terme. J'ai senti des larmes monter, pas à cause de l'argent, mais parce que soudain, tout prenait sens. Papa avait remarqué chaque rendez-vous, chaque appel tard le soir, chaque sacrifice que je pensais invisible. Il avait tout vu. Le notaire a lu la dernière page. Émilie a passé 5 ans à prouver que l'on pouvait lui confier des responsabilités. La confiance a plus de valeur que la richesse. Personne n'a interrompu. Personne n'a discuté. Personne n'a même bougé. Sophie, j'espère que cela ne créera pas de division. Mon souhait est que mes 2 filles comprennent que l'amour et la confiance ne se mesurent pas de la même manière. La lettre s'est terminée ainsi. Le silence a régné pendant de longues secondes. Personne n'osait parler. Puis Sophie a fini par me regarder. Il n'y avait pas de colère dans son expression, seulement de la stupeur et peut-être un peu de regret. J'aurais pu célébrer ma victoire. J'aurais pu faire un discours. J'aurais pu rappeler à tout le monde qui avait été présent pendant ces 5 années difficiles. Au lieu de ça, j'ai simplement replié la lettre, parce que ce n'était pas là l'essentiel. Le but n'était pas de prouver que quelqu'un avait tort. Le but était de comprendre ce que mon père avait passé des années à essayer de m'enseigner. L'argent peut s'hériter, mais la confiance, elle, doit se mériter. Ma sœur a reçu un héritage qui l'a rendue riche. La confiance que mon père a placée en moi m'a rendue reconnaissante. Et au bout du compte, c'est ce qui importait le plus.